Très chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Israël, peut-être même au Canada, ou quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des oolongs de haute montagne les plus célèbres de Taïwan. Il est aussi appelé le thé du président et je vous expliquerai pourquoi. C'est notre chéri, le thé de Fushoshan, le oolong de Fushoshan. Et qui est là d'ailleurs? Voilà. Oh, le sang, oh, qu'est-ce qu'il est bon! Quelle fraîcheur, quelles odeurs! C'est déjà un bouquet de la fête des mères, à lui tout seul. Voilà. Je vous le montre pour vous mettre un petit peu voilà, l'eau à la bouche. Il a été récolté le 11 mai de cette année, donc il est vraiment tout neuf. Et je vais maintenant vous en dire quelques mots, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, où est-ce que se situe Fushoshan? On commence d'abord par un petit peu de géographie. Donc Shan, ça veut dire montagne. Fusho, ça veut dire la bonne fortune, hein, fortune et longue vie. Et c'est officiellement encore, ça fait partie du comté de Taichung. Taichung qui se trouve à l'ouest de l'île, mais en fait c'est vraiment à l'extrémité de ce comté, et c'est un peu à l'extrémité qui va juxter deux autres comtés, un peu plus au nord, le comté de Ilan, qui est déjà vraiment sur la côte est, et un peu plus tôt sur l'est, le comté de Hualien. Donc la grande ville du centre de l'est de Taïwan. Et cette localité un petit peu extrême, elle est située aux alentours de 2002, jusqu'à 2005, 2580, voire même 2614 mètres d'altitude. Fushoshan, c'est vraiment à 1 minute de Lishan, hein, qui est également un des villages les plus grands dans le centre de Taïwan, dans cette région. Donc c'est vraiment tout près, mais c'est plus haut, hein, donc c'est vraiment l'endroit de rêve dans cette région montagneuse. Ça commande toute la région. C'est un des points culminants et qui est vraiment si on devait le choisir, c'est un peu difficile à dire. Disons, c'est vraiment l'endroit le plus convoité dans cette région. Et il appartient en fait à un conglomérat qui est très proche du parti nationaliste Kuomintang, donc qui lui est le parti qui avait que commandait Chiang Kai-shek. Et maintenant, il faut que je vous explique un petit peu pourquoi Fushoshan, quels sont ses liens avec le Kuomintang, avec Chiang Kai-shek. Donc là, on va un petit peu faire de l'histoire. On retourne en 1949. Chiang Kai-shek arrive défait avec son assez grande armée de Chine. Pourquoi? Parce qu'il avait une armée à nourrir, une armée dont il avait besoin également pour se défendre, parce que les Chinois ne voulaient pas s'arrêter là, ils voulaient également prendre Taïwan, donc il avait besoin d'une armée pour se défendre. Il a même défendu des îles qui étaient situées juste en face de la Chine, des îles en face de Fujian, qu'on appelle Quemoy, Kinmen et puis Matsu.
Donc ce sont des îles à partir desquelles on peut voir la côte chinoise, alors que Taïwan est à 100 km de là. Et le Kuomintang, Chiang Kai-shek, avec son armée et un petit peu de l'aide des Américains, a réussi à défendre ces îles qui aurait été l'étape numéro 1 avant la prise de Taïwan. Il a réussi à les défendre jusque dans les années 50, dans les années 54-55, même dans l'année 1958, il y a encore eu des attaques de la Chine contre ces îles de Quemoy et de Matsu, surtout Quemoy, Kinmen. Donc Taïwan avait vraiment besoin d'une armée pour se défendre. Il n'y avait toujours pas eu de traité de paix d'ailleurs avec la Chine. Et cette armée, donc parfois elle était occupée à repousser les attaques de la Chine, mais il y avait beaucoup de moments où elle n'était pas tellement occupée. Et une armée qui s'ennuie, c'est une armée qui s'encroute, c'est une armée qui est moins efficace. Alors Chiang Kai-shek a eu l'idée de lui faire des grands travaux. Et un des grands travaux, c'est cette construction d'une route qui relie l'Est de l'île avec l'ouest. Donc une route qui va de Taichung jusqu'à Hualien et qui passe par des terrains vraiment impossibles, qui passent par de la montagne escarpée à plus de 2000 mètres. Ça a pris 4 ans de construction, entre 56 et 60. Il y a plus de 200 ouvriers qui sont de l'armée, donc qui sont morts, 226 si mes chiffres sont exacts, et pour lesquels on a construit un temple qui s'appelle Xiangde, plutôt du côté des gorges de Taroko à Hualien, un très joli temple d'ailleurs, on fait de belles photos en l'honneur de ces 226 ouvriers qui ont trouvé la mort dans la construction de cette route. Vraiment sur un terrain très escarpé, très dangereux. Et d'ailleurs, cette route, elle est en rénovation, en maintenance constante, parce que chaque fois qu'il y a des pluies fortes, qu'il y a un typhon qui vient, il y a des éboulements qui bloquent la route, il y a des arbres qui tombent. Elle est constamment en train d'être réparée, surtout quand le climat a été rude. Parfois même, il y a eu des années où pendant plusieurs mois, elle était carrément coupée. C'était trop endommagé, ça prenait trop longtemps pour la réparer. Donc parfois, elle reste coupée pendant assez longtemps. Parfois, c'est réparé plus vite, mais juste pour dire que c'est vraiment une route assez dingue. Je l'ai prise une fois d'un bout à l'autre. Rien que la conduire, on a un ravin à droite, à gauche. On ne fait pas le fier, hein, donc on roule très très doucement. Il y a plein de cols à passer. C'est vraiment pas facile de rouler sur cette route. En théorie, elle vous fait gagner du temps parce que au lieu de passer par le nord et de redescendre jusqu'à Hualien, on peut y aller directement en passant par les montagnes, mais on est tellement prudent, on est tellement lent qu'en fait on ne gagne pas tant de temps que ça, mais ça m'a permis de développer l'intérieur de ces terres, notamment ces hautes montagnes. Et c'est quand les constructeurs de cette route sont arrivés à Lishan qu'ils ont découvert la beauté magnifique quand même de ces hautes montagnes et qu'ils ont décidé, tiens, là, sur cette route-là, le plus bel endroit qu'on a vu, c'est ce Fushoshan. Et on pense en plus qu'on peut en tirer quelque chose, qu'on peut l'exploiter comme une ferme. Donc un petit peu, c'est l'avantage d'être proche du pouvoir, hein. Le Kuomintang a donné des conditions très favorables et en fait a investi pour créer cette ferme du Fushoshan à cet endroit-là. Après avoir découvert à quel point c'est un joli endroit. Donc c'était une ferme qui a été créée il y a 65 ans, en 1957, donc un an après le début de la construction de cette route, mais elle n'était pas encore achevée, qu'ils avaient déjà décidé d'implanter une ferme à Fushoshan.
Et pendant très longtemps, on y a surtout fait des fruits. Parce que les fruits de haute montagne sont bien plus goûteux, ils sont naturellement gorgés de sucre et de l'énergie de la montagne. On y fait beaucoup de pommes, des poires et le plus goûteux en fait ce sont les pêches, des pêches vraiment très grandes qui sont pas chères, qui sont pas peu chères du tout, qui sont vraiment très, qui peuvent être vraiment très très chères, pratiquement du niveau des fruits au Japon, mais vraiment c'est assez inoubliable comme sensation de pouvoir goûter dans ces pêches blanches. Elles ont vraiment un super super goût. Et voyant qu'ils arrivent à faire des très très bons fruits là-bas, dans les années 90, ils ont également commencé à faire du thé de haute montagne. C'est d'ailleurs la seule plantation que je connaisse à Taïwan qui a installé des ventilateurs dans cette plantation. C'est assez impressionnant quand on les voit, c'est la première fois qu'on voit d'immenses ventilateurs dans ces plantations. Et au départ, on se demande, mais ça sert à quoi? Parce qu'en haute montagne, finalement, fait pas si chaud que ça, juste quelques heures. Mais en fait, ces ventilateurs, ils servent moins à rafraîchir les feuilles pendant qu'il fait chaud, mais en fait, ils servent surtout à empêcher l'air très très froid, l'air glacial de rester sur sur la plantation. Et donc c'est quand au printemps ou bien donc un peu avant les récoltes du printemps ou bien avant les récoltes d'hiver, quand il y a des nuits très très froides et qu'on a peur qu'il y ait du givre qui pourrait endommager les feuilles, c'est là qu'on actionne ces ventilateurs pour enlever cet air trop froid qui pourrait endommager donc les feuilles. Et en circulant l'air, il y a un air plus chaud qui va venir de plus bas dans la plaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas ces ventilateurs dans la plantation de Tianche, qui fait également partie de Fushoshan, et qui récemment, il y a quelques années, a reçu son propre nom. Pendant très très longtemps, ils mettaient toutes les feuilles ensemble, tout ce qui venait de Fushoshan, de la ferme de Fushoshan, s'appelait Fushoshan, et il n'y a que quelques années qu'on a fait un batch dédié pour la plantation de Tianche, dont j'avais posté quelques photos sur mon blog. Et ça, c'est une plantation qui fait partie de cette ferme, mais qui n'a pas de ventilateur. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu plus haute en fait que le reste de Fushoshan, et elle est orientée un petit peu différemment, et surtout elle est très très bien protégée à l'est, à l'ouest, au nord et au sud par des arbres qui font un peu un brise, donc qui protègent bien cette plantation de l'arrivée d'air froid. Donc avec les arbres qui sont plus hauts que les théiers tout autour, quand il y a de l'air froid qui circule, il va circuler plus en hauteur. Et donc naturellement, c'est une plantation qui n'a pas besoin de ces ventilateurs, bien qu'elle soit plus haute. Et son nom de Tianche vient du nom de l'étang qu'il y a sur cette propriété de Fushoshan. Et en face de l'étang, c'est là qu'on a fait la construction d'une maison de villégiature où Chiang Kai-shek est venu passer quelques jours de vacances dans le passé. Mais donc l'étang, il est à un endroit sur la propriété de Fushoshan, et le nom Tianche a été donné à cette plantation qui se trouve un petit peu ailleurs, mais pas très loin. C'est comme ça que ce nom-là est apparu. Je vous propose maintenant de goûter à ce thé et de l'infuser avec une théière en Nishing. Hier, pendant le cours en anglais, je l'ai faite en Gaiwan. Le truc en Gaiwan, c'est de bien préchauffer le Gaiwan et d'infuser vraiment jusqu'en haut, jusqu'au plus haut. Ça va aider à
à ouvrir les feuilles qui sont quand même très grandes vu que ce sont des feuilles de Qingqing Oolong de haute altitude. Elles grandissent mieux que en basse altitude parce que il fait très très frais. Plus on est haut en altitude, plus il va faire frais la nuit et donc et même déjà l'après-midi avec les nuages, la brume qui arrive. Donc c'est un thé qui reçoit beaucoup de lumière en début de journée et qui reçoit ensuite une humidité vers la fin de l'après-midi et ensuite beaucoup de fraîcheur la nuit, ce qui permet à ces feuilles de garder une fraîcheur vraiment inégalée pendant plusieurs jours. Bien qu'elles grandissent, elles restent très très fraîches grâce à ces conditions climatiques qui sont vraiment parfaites pour ce type de thé. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir les oxyder très très légèrement et à obtenir vraiment des odeurs les plus fines, les plus légères possibles. À Fushoshan, donc cette ferme de Fushoshan, vu qu'elle est un petit peu presque semi-publique, hein, elle était très proche, enfin elle est toujours très proche du parti Kuomintang. C'est cela donc qui explique pourquoi, avec ses bonnes relations, elle a pu devenir pratiquement le fournisseur officiel du palais présidentiel, notamment quand le parti du Kuomintang était au pouvoir. Mais en fait, même quand il n'est pas au pouvoir, cette ferme est tellement célèbre à Taïwan qu'elle continue à fournir le palais présidentiel avec son thé qui est vraiment un des thés qui se fait de mieux à Taïwan. Il est, par rapport à Dahuling, en fait, on n'est pas très loin, on est à une dizaine de kilomètres en vol d'oiseau environ du terroir de Dahuling, qui se situe encore plus proche de Hualien, encore plus proche de la côte est, et qui, selon quelle plantation on parle à Dahuling, va être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus de Fushoshan. Mais il n'y a pas de très grande différence d'élévation. Par contre, il y a une différence dans le terroir. Moi, je trouve que les thés de Dahuling ont une certaine énergie, une certaine force, une puissance assez imposante, alors que Fushoshan va avoir beaucoup plus de douceur, va avoir beaucoup plus d'élégance que Dahuling. Donc c'est vraiment un thé qui a sa personnalité. On préchauffe la théière. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage que j'ai lu cette semaine dans Proust, Recherche du temps perdu, où il essaie d'expliquer c'est quoi un beau livre. Hein. Quand on entend le mot beau livre, souvent on fait l'erreur de s'imaginer, de se rappeler tous les beaux livres qu'on a pu lire dans sa vie et de s'imaginer, tiens, que le prochain beau livre, celui dont on nous parle, c'est un petit peu un mélange, un résumé ou bien un mélange de tout cela. En fait, pas du tout. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un livre, ou bien la beauté d'un film, ou bien la beauté d'un thé comme ce Fushoshan? C'est sa personnalité. C'est qu'il va être différent de tous les autres. Hein, donc il explique, je trouve ça assez intéressant, que un vrai beau livre, il va vraiment se distinguer de tous les autres par son originalité, par sa personnalité propre. Et je trouve que c'est vraiment le cas avec ce Fushoshan, sur lequel maintenant on a du rayon de soleil. J'ai de la chance. Aujourd'hui il fait plus de 30 degrés à Taïwan. Cette semaine c'était encore presque l'hiver. Mais là on est arrivé à l'été. On va faire tourner
les feuilles. Et un petit coup en plus pour vraiment monter la température maximum, extraire le maximum de fragrance. Donc n'oubliez pas de me donner un petit pouce bleu sur YouTube si vous me regardez en différé, ça aide au référencement. Récemment, il y avait un peu moins de visiteurs français que d'Allemands, ce qui est étonnant. Donc pour aider les autres amateurs de thé francophone de trouver ces vidéos, aidez-moi au référencement. Voilà, il a une couleur vraiment très très légère. Dans un vert jaune très léger, très clair, très brillant également. Je n'utilise pas de passoire ou de filtre vu que tout est du thé. Ce sont juste des bris de thé, c'est pas grave. Et nous pouvons utiliser ces châteaux. Maintenant, l'eau forcément est très très chaude. On peut commencer par sentir les odeurs. Donc, bon, un vétiver, de la lavande, très fleuri. Très sucré également. Et déjà, on sent que ça devient, que ça colle au palais, que la bouche vraiment, elle est remplie de ce goût qui est en même temps très fin, très doux, mais qui persiste et qui reste de manière très agréable et légère et fraîche en bouche. Et vraiment, c'est vraiment la finesse, la finesse, la finesse. Hein. Ça, c'est vraiment la caractéristique de Fushoshan. Voilà, ben, j'en ai fini pour cette présentation qui a été à la fois géographique et historique et gustative. Et je vous le recommande. Hein. Il est de nouveau très très bon cette année. Mais il y a également d'autres thés, d'autres oolongs qui font également très très bon travail, comme le Alishan ou bien le Shaninshi, à des prix peut-être un petit peu plus abordables pour des thés de tous les jours. Mais ça, c'est vraiment le thé du dimanche. Hein. C'est même le thé du président ou de la présidente. Alors, cheers! Et merci pour votre visionnage.